Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 mai 2026 et nous allons parler de la fin de l'hégémonie américaine. Ce qui faisait la puissance militaire des États-Unis, c'était la puissance industrielle des États-Unis. L'industrie, c'est un monde à part. C'est un monde qui s'est construit sur des valeurs. La valeur du travail, travail de réflexion, de recherche, de mise au point, et puis l'organisation du travail en équipe et la discipline pour obtenir une continuité dans la qualité. Peu à peu, les financiers ont pris le pas sur la direction des entreprises industrielles et la spéculation a remplacé le travail. Les groupes financiers ont délocalisé des pans entiers de l'industrie américaine pour augmenter leurs profits. La délocalisation, c'est le transfert d'un savoir-faire au profit d'un pays où le prix de la main-d'œuvre est beaucoup plus bas que dans le pays d'origine. Dans la production industrielle, il n'y a pas que la production. Il y a l'entretien des machines, les réparations. Les réparations déclenchent la réflexion et l'amélioration du système de production, puis la conception de nouvelles machines. Vous vendez une ligne de production à une société à l'étranger et 20 ans plus tard, les machines ont tellement évolué que bien souvent, une nouvelle ligne a été construite. La délocalisation, c'est en fait une perte de savoir-faire pour le pays ou l'entreprise qui a transféré ces machines. À l'échelle d'un pays, c'est beaucoup plus que ça. C'est la perte d'un état d'esprit, c'est la perte de valeur et le remplacement de la notion d'effort par un état d'assistanat. En août 1945, les États-Unis sont devenus la première puissance militaire à posséder des armes atomiques. À cette époque, c'était le seul pays et ils pensaient qu'ils allaient être les seuls à posséder cette arme d'une puissance incomparable par rapport à tout ce qui s'était fait précédemment. Et ils vont cultiver un complexe de supériorité qui va se répandre dans toute la population américaine. Ce sentiment de supériorité est palpable dans l'attitude des Américains. Ce sentiment de supériorité est si fort qu'il déconnecte les Américains de la réalité. La puissance des États-Unis a atteint son sommet dans les années 1990. Ils étaient au-dessus de tous les pays et contrôlaient l'économie mondiale. Quand on arrive au sommet, il faut beaucoup travailler pour y rester. Il ne faut pas sous-estimer ses adversaires, il faut constamment se remettre en question et surtout maintenir son effort. À partir du moment où ils avaient ce sentiment de supériorité dans tous les domaines, il n'était plus nécessaire de faire des efforts. Et pendant des années, ils ont vécu sur leur acquis sans faire d'efforts en pensant qu'ils étaient tellement plus forts. Cela se voit tout particulièrement aujourd'hui lorsque l'on écoute Donald Trump ou les discours de Pete Hegseth. Seulement, depuis 30 ans, les pays comme la Chine, la Russie et l'Iran ont travaillé beaucoup et ont petit à petit dépassé le niveau technologique des États-Unis. Les Américains, aveuglés par leur complexe de supériorité, n'ont pas pris conscience que ces trois pays les dépassaient dans plusieurs domaines, et notamment dans le domaine militaire. La création des drones et des missiles a complètement changé la façon de faire la guerre. Et les Américains
ont continué à construire des porte-avions. Les porte-avions représentent une technologie complètement dépassée. Un missile dont le coût de fabrication est de l'ordre de 1 million de dollars en Iran peut couler un porte-avions dont le coût de construction est de 15 milliards de dollars. Un char dont le coût de construction dépasse les 5 millions de dollars peut être détruit par un drone dont le coût est très inférieur à 50 000 dollars. À cette situation technologique s'ajoute une très mauvaise vision stratégique de la part des dirigeants américains qui ne sont plus choisis en rapport avec leurs compétences, mais uniquement par rapport à leur engagement pour soutenir et développer l'État d'Israël, même si cela est contraire à l'intérêt des États-Unis. Pendant 80 ans et plus, les États-Unis ont profité du pétrole du Moyen-Orient et des monarchies installées au Moyen-Orient. Les compagnies pétrolières au Moyen-Orient emploient des milliers de cadres américains avec des niveaux de salaire très élevés. Ils ont imposé l'installation de bases militaires à tous ces pays, sauf à l'Iran, qui s'est libéré de la présence américaine en 1979. Comme ces bases sont censées protéger les pays qui les accueillent, ce sont les pays d'accueil qui payent le coût de fonctionnement de ces bases, dont certaines peuvent abriter jusqu'à 15 000 militaires américains. Régulièrement, les États-Unis obtiennent d'énormes contrats de vente de matériel militaire et encaissent des milliards de dollars pour la vente de radars hyper sophistiqués, dont le prix varie entre 500 millions et 1,2 milliard de dollars. La vente de dizaines d'avions dont le prix de chaque avion varie en fonction des modèles, mais va de 100 millions de dollars à 250 millions de dollars. Tout ce business extrêmement lucratif risque d'être perdu pour les États-Unis à cause de leur engagement inconditionnel auprès d'Israël. Les bases militaires américaines qui étaient censées défendre les monarchies au Moyen-Orient les mettent en danger vis-à-vis de l'Iran, qui pourrait, par mesure de représailles, détruire les installations pétrolières, les centrales électriques, puis les installations de désalinisation, et rendre ces pays complètement invivables. La partie qui se joue actuellement au Moyen-Orient est une partie à plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est le basculement d'un monde sur le plan militaire et économique, et surtout le risque du départ des bases militaires américaines qui serait suivi par le départ de dizaines de milliers de salariés des compagnies américaines. Les ingénieurs et les cadres américains seront remplacés par des ingénieurs chinois et russes. L'Arabie saoudite et les autres monarchies achèteront des radars, des avions russes ou chinois. C'est tout cela qui se joue en ce moment au Moyen-Orient. Les Américains étaient assis sur une rente qui rapportait des milliards. Depuis plus de 80 ans, ils n'avaient rien à gagner en attaquant l'Iran aux côtés d'Israël, mais ils avaient tout à perdre. Les monarchies du Moyen-Orient demandent à Trump de ne pas aller plus loin dans la destruction d'installations en Iran, car ils savent que les Iraniens, avec leurs missiles, peuvent détruire en retour autant d'installations dans les pays du Golfe. Est-ce que Trump va essayer de préserver tous les avantages qu'ils ont au Moyen-Orient depuis des décennies,
ou va-t-il risquer de perdre pour obéir à Netanyahou? Lorsqu'on se représente les énormes intérêts économiques et stratégiques qui sont sur le point de basculer dans cette région, on comprend que les États-Unis, mais surtout Israël, pourraient aller beaucoup plus loin que l'utilisation d'armes conventionnelles dans les mois à venir. Pour Israël, renoncer à la destruction de l'Iran ou, à tout au moins, au remplacement des dirigeants par des personnes favorables à Israël, c'est renoncer à la conquête de Gaza, de la Cisjordanie et du Liban. Pour les États-Unis, s'engager davantage dans la destruction des installations vitales pour l'Iran, c'est prendre le risque de la destruction en retour des installations vitales pour les monarchies des pays du Golfe et, à court terme, d'être chassé par les monarchies, aidés par l'Iran, la Russie et la Chine. On comprend que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont tout intérêt à aider l'Iran, puisque à terme, c'est eux qui vont récupérer l'immense gâteau avec en prime la possibilité d'une deuxième route de la soie. La première passant par l'Iran en direction de la Russie et la deuxième passant par l'Iran en direction de la mer Méditerranée en passant par l'Irak et la Syrie. Nous vivons un moment où tout peut basculer et nous allons assister peut-être à la fin de l'hégémonie américaine. Est-ce que Donald Trump va continuer à obéir à Netanyahou ou va-t-il se décider à défendre les intérêts des États-Unis qui sont, dans cette situation, à l'opposé des intérêts d'Israël? Si Trump change de position en plaçant les intérêts des États-Unis avant ceux d'Israël, il risque d'être remplacé par James David Vance qui, apparemment, écoute les ordres de Netanyahou, le petit doigt sur la couture du pantalon. Nous vivons une période de l'histoire où tout peut basculer, mais très peu de personnes le comprennent, et souvent, et surtout pas, les journalistes de BFM TV ou de LCI. Alors actuellement, c'est le Hadj, vous savez, c'est le pèlerinage de la Mecque, et il est probable que pendant une semaine, on va tempérer les ardeurs de Donald Trump. Mais nous verrons peut-être que tout va redémarrer dans une dizaine ou une quinzaine de jours. À très bientôt et bonne semaine.